Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler avec vous tous. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Je voudrais vous parler d'une thématique qui nous a été beaucoup demandée. Comment entretenir une vie de couple harmonieuse sans se mettre de côté. Clairement, ce soir, on va essayer de savoir comment affirmer qui l'on est sans s'oublier, sans oublier l'autre, sans sacrifier son couple avec des enfants au milieu ou pas, tout en gardant une sexualité épanouie, etc., etc. On sait parfois toutes ces thématiques peuvent être un sacré casse-tête et on va démêler tout ça ce soir. Pour nous aider, j'accueille Marie-Estelle Dupont. Bonsoir Marie-Estelle. Bonsoir Leslie. Ravie de t'avoir avec nous. Alors Marie-Estelle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es psychologue clinicienne, tu as écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le couple, la parentalité, être parent en temps de crise, se libérer de son moi toxique, réussir son divorce aussi, intéressant. Marie-Estelle, toi tu consultes chaque semaine des dizaines de patients dans ton cabinet et ce soir tu nous offres 1 heure de ton temps en exclusivité pour nos participants. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Marie-Estelle. Alors, je vous le disais, ce soir, on va se parler de comment entretenir une vie de couple harmonieuse sans s'oublier. Marie-Estelle, petite question avant de démarrer et d'afficher notre programme. On le sait, le couple, ça peut être une grande source d'épanouissement, mais ça peut être aussi la source de beaucoup de difficultés. Et ce qu'on va apprendre ce soir, c'est qu'il y a tout de même des bases à appliquer, même si chaque couple est différent, même si nous sommes tous différents. Il y a des petits tips à choper qui peuvent nous permettre justement d'avoir une vie de couple un peu plus épanouie. Oui, bien sûr. D'abord, je crois que c'est en fait une certaine liberté intérieure qui permet d'avoir un couple épanoui. Une liberté intérieure, c'est en réalité pouvoir prendre du recul par rapport aux modèles tout faits, aux idées préconçues qu'on peut avoir sur le couple. Et ces idées préconçues, parfois d'ailleurs, elles sont en contradiction. Alors Marie-Estelle, on t'entend plus. Est-ce que tu peux réactiver ton micro? C'est juste en bas de ton visage. Je sais pas pourquoi ça a sauté. Excusez-nous à tous. Là, Voilà, c'est c'est bon. bon. Ouais, nickel. Voilà. Oui, donc je disais, c'est la liberté intérieure, cette capacité à prendre du recul par rapport au schéma qu'on peut avoir par rapport au couple, qu'on a hérité non seulement de nos parents, mais aussi parfois de nos grands-parents, qui vont rentrer en contradiction, et puis bien sûr de la société, parce qu'on peut avoir une injonction à réussir sa vie de couple, parce que on voit nos parents comme le couple idéal, ou à l'inverse comme le vaccin anti-couple tellement on les a vus se disputer, et puis recevoir de la société des messages qui pèsent sur nous et qui nous mettent en tension. Donc déjà, pouvoir créer un espace intérieur où on pense la relation, on pense ce que nous, on cherche dans la relation et pouvoir l'expliciter à l'autre et trouver ensemble le bon équilibre avec chacun son style de personnalité et en étant conscient des blessures qu'on peut apporter dans le couple. Certains ont besoin d'être beaucoup rassurés, certains ont besoin de faire respecter des moments de solitude. Bref, déjà, le fait d'être conscient à la fois de soi et des idées préconçues qu'on pourrait avoir par rapport au couple, c'est finalement un premier espace de liberté qui permet de co-créer ensemble cette relation, parce que c'est vraiment une danse, le couple. Il n'y a pas de modèle tout fait, il y a l'équilibre et l'accordage qui va correspondre à 2 personnalités avec leurs histoires, leurs traumas, leurs rêves. Quand on peut créer cet espace, déjà, le couple a un lieu, en fait. Le couple a un lieu pour exister. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ne pas imaginer que c'est la passion, la sexualité ou les enfants qui vont faire la réussite du couple, surtout pas. C'est vraiment une amitié conjugale finalement, ce désir de cheminer ensemble et de ne jamais penser qu'on connaît complètement l'autre. Et le fait de garder cette part de mystère en fait consciente et de se dire oui, elle est à côté de moi, il est à côté de moi, mais il y a certainement plein de choses d'elle ou de lui que je n'ai pas encore découvertes ou comprises. Ça permet d'aller de l'avant dans les moments de difficulté, parce que si vous pensez que vos enfants vont résoudre les conflits ou que la sexualité va résoudre les conflits ou que la passion sera toujours là, vous allez être très déçus. Si vous pouvez décélérer et revenir sur cette notion d'amitié conjugale où en fait on fait équipe ensemble pour que l'affection et la tendresse gagnent sur les moments de tension et les conflits où l'ego se réveille et se déchaîne, c'est une grande force.
Alors super, Marie-Estelle, tu nous as fait une formidable bande-annonce des sujets qu'on va aborder ce soir. Je vais vous présenter rapidement eh bien notre programme. Alors on a commencé à en parler. Quel est l'élément essentiel dans le couple? Ça, on va s'en parler tout de suite dans une première partie. Marie-Estelle a commencé à nous le dire. C'est pas forcément la sexualité, ce ne sont pas forcément les enfants ni la passion. On va développer tout ça dans un moment. Ensuite, on va se demander comment avoir eh bien une vie de couple équilibrée sans dépendre de l'autre ni s'oublier soi-même. C'est un sacré challenge. On a hâte de savoir ce que tu vas nous dire, Marie-Estelle. Et enfin, comment avoir un couple qui dure en 2024? En quoi notre époque influe sur les difficultés bien qu'on peut rencontrer dans notre couple aujourd'hui. Et enfin, restez bien avec nous puisque en fin de conférence, Marie-Estelle répondra à un maximum de vos questions en direct. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à les poser dans le chat. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit onglet Q&A, Questions and Answers Only, et c'est là que vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a toute notre équipe qui est en coulisses derrière pour les noter et me les transmet, et je manquerai pas d'en poser un maximum à Marie-Estelle à la fin de cette conférence. L'élément essentiel dans le couple, si ce n'est ni la sexualité, ni les enfants, ni la passion. On a bien envie, Marie-Estelle, de savoir ce que c'est. C'est vrai que je pense que là, derrière notre écran, on a tous un peu les yeux qui s'écarquillent parce que on a tous misé sur l'un de ces critères à un moment donné. On s'est tous dit, c'est peut-être le sexe qui va redonner un peu d'élan à mon couple. Peut-être que je dois miser sur les enfants. Peut-être qu'il faut retrouver cette passion qu'on avait au départ. Et puis finalement, parfois, on se rend compte que ça marche pas. On est un peu perdu. Tu commençais à le dire. Tu parlais d'amitié conjugale là en introduction de cette conférence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que là, moi, quand j'entends amitié conjugale, je me dis, alors c'est quoi? On fait fi de tous les autres critères. On doit juste être des bons copains dans le couple pour que finalement tout fonctionne. Alors l'amitié conjugale, c'est pas être des bons copains, parce que ça, le côté justement vieux couple, bon copain, il n'y a plus du tout d'érotisme, il y a plus de séduction. L'amitié conjugale, c'est plutôt cette dimension de pouvoir à la fois coopérer et garder une distance qu'il n'y a pas dans la passion. Et c'est intéressant parce que quand j'accompagne des gens qui retombent amoureux vers 45-50 ans, ils me disent souvent, mon premier mariage a échoué parce que j'ai cru que l'amour suffisait, et je me rends compte que l'amour ne suffit pas. Et en fait, évidemment que l'amour ne suffit pas, parce que l'amour, c'est un peu un fourre-tout, mais parfois on appelle amour quelque chose qui est un besoin de pas être seul, une projection sociale, un impératif de fonder une famille, etc. Donc finalement, c'est pas l'amour, c'est pas la passion, c'est pas les enfants, c'est pas la sexualité, c'est vraiment cette idée que je t'ai choisi, je n'ai pas subi de tomber amoureux. Il y a cette dimension, je suis tombé amoureux, mais j'ai aussi choisi de t'aimer. C'est-à-dire, on peut tomber amoureux et puis se dire, pourtant, je ne vais pas aller vers cette personne parce que je sais que la relation va être destructrice pour moi. Donc, il y a, peut-être, je tombe amoureux, mais ensuite, il y a ce moment très important où je choisis ou pas d'aimer. Et là, il y a ce socle d'amitié qui se crée, parce que si je choisis d'aimer, alors véritablement, je m'ouvre à toi, j'essaye de te connaître. Mais il y a aussi, par conséquent, pour réussir la relation, je vais faire le travail de me connaître, d'être au clair, en toute honnêteté et sans me raconter de salade, sur ce que je suis prête à mettre dans la relation, sur ce que je ne suis pas prêt à mettre, sur ce que je suis prêt à accepter, sur ce que je suis pas prêt à accepter. Et en réalité, c'est très variable d'un individu à l'autre. J'ai des personnes pour qui un accident sur 30 ans de vie commune remet tout en question dans l'infidélité, et d'autres personnes qui me disent finalement c'est pas l'infidélité physique qui serait la pire trahison pour moi, ce serait peut-être qui l'abandonne par exemple son investissement dans la vie de famille. Donc en fait ça, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est extrêmement intime et ça nécessite que chacun soit au clair avec ce qui est véritablement important pour lui, sur quoi il ne va pas pouvoir revenir en fait, si on est honnête, je ne pourrais pas transiger là-dessus. Et puis tout ce sur quoi finalement le fait de vouloir préserver la relation avec l'autre, on va pouvoir faire des compromis. Donc je pense qu'il y a l'amitié conjugale et il y a aussi ce travail de connaissance de soi-même et de savoir avec quelles blessures et avec quelles attentes on arrive dans la relation. C'est extrêmement important. En fait, c'est pas pareil d'arriver dans une relation en ayant eu une très très grosse désillusion juste avant,
ou d'arriver dans la relation en se sentant extrêmement confiant. Moi, je vois des personnes qui sortent d'une relation où il y a eu de la perversité, et ce sont des personnes qui sont très abîmées pour refaire confiance. Donc, être conscient de dans quel état on est, de ce qu'on peut mettre dans le lien, c'est très important. Et puis, je crois aussi qu'en fait, aujourd'hui, il y a un élément qui est très important, c'est un élément de... je ne sais pas quel est le terme le plus juste pour ne pas engendrer de malentendus. Je ne sais pas si c'est le terme de bienveillance ou de lâcher prise par rapport aux exigences qu'on fait peser sur le couple. Mais en réalité, il y a des exigences extrêmement importantes qui pèsent sur le couple aujourd'hui, parce que dans notre société, il y a des exigences extrêmement importantes qui pèsent sur la performance de l'individu. Et donc, une difficulté de couple va pas être vue comme un challenge à surmonter, ça va être vu comme... une blessure narcissique de j'ai raté quelque chose, alors qu'en fait, c'est normal qu'un couple rencontre des difficultés. Sinon, ça veut dire que c'est une relation morte, en fait. Elle est déjà terminée s'il n'y a plus de difficultés à résoudre. Donc, je pense qu'avoir cette capacité à se faire confiance, à dire, mais en fait, on en a vu d'autres. Donc, pour l'instant, on peut pas réussir à se parler sur ce sujet, mais peut-être que dans 10 ans, on en rira de cette difficulté. Et un peu se foutre la paix finalement par rapport à une exigence de perfection immédiate du couple, et pouvoir revenir dans une sorte de respect qu'on a pour l'autre et pour soi, que certains problèmes nécessitent de prendre du temps, qu'on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite, qu'il y a peut-être même des problèmes qu'on arrivera à surmonter qu'au deuxième enfant et pas avec le premier. Cette tolérance, c'est très important, je crois. De même que le fait de surmonter sa peur de dire les choses à l'autre. Parce que si vous osez pas dire à l'autre, par exemple, que vous vous sentez délaissé, il y a un gros problème. Ça veut dire soit que vous avez peur de l'autre, soit que vous avez un tel manque de confiance en vous que poser vos limites et faire une demande est impossible. Donc, je crois que l'amitié conjugale et le travail sur soi sont vraiment des éléments qu'on retrouve dans tous les couples qui durent, en fait. Et que moi, je dis toujours, le plus beau cadeau de mariage que vous pouvez faire à votre conjoint, c'est d'avoir fait 6 mois de travail, au moins 6 mois d'introspection. Parce que si vous savez d'où vous venez, si vous savez quel message vous ont transmis vos parents sur la féminité, le masculin, sur le couple, quelles peurs ils ont laissé chez vous, qui sont peut-être pas vos peurs, qui étaient peut-être les peurs de vos parents, et il est temps de leur rendre leurs peurs, en fait. Si vous savez d'où vous venez, ce sera beaucoup plus facile de savoir où vous voulez aller, en fait. Donc, je crois vraiment que l'introspection et l'amitié conjugale sont des éléments qu'on invisibilise complètement dans notre société, qui est une société de l'extériorité et de l'immédiateté, et qu'en fait, c'est remettre la possibilité du temps long. Donc, il y aura des crises, mais les crises ne conduiront pas à la séparation si on accepte qu'elles soient ce temps court, on fait bouger tous les objets dans la pièce pour retrouver un nouvel ordre. Et j'avais un prof qui disait quelque chose de très joli, il disait, mais un couple qui dure, c'est plusieurs couples qui se succèdent. Et je crois qu'avoir ce mantra en tête peut aider beaucoup de couples, parce que aucun couple n'est étanche. Je veux dire, quel couple aujourd'hui ne sent pas certaines pressions de l'époque actuelle peser sur lui, ne serait-ce qu'économique? Ça stresse énormément de couples. Ce sont des crises, et ces éléments très profonds permettent de puiser des ressources, et que ces crises restent des crises et ne conduisent pas à des ruptures. Qu'est-ce que tu conseilles pour justement démarrer ce travail sur soi? Parce que parfois, alors là, on parle des couples qui sont ensemble depuis un moment, mais parfois, on peut aussi avoir envie de jeter l'encre dès le début, en se disant, là, c'est trop difficile, je vais pas y arriver, ça me demande trop de challenge, mais en même temps, je suis amoureuse de cette personne, alors j'ai un peu du mal à la quitter, mais j'ai quand même envie de travailler sur moi, mais c'est trop dur, etc. Et ça peut être aussi le cas pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Par quel bout on commence, par quel bout on prend le problème, par quoi on passe? Ce que je dis dans mon livre sur le divorce, en fait, c'est que beaucoup de divorces sont liés au fait qu'on n'a pas terminé le travail de discernement et qu'on a fait une erreur de casting, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le couple qui a posé problème, c'est le choix du partenaire au départ. Et donc, je pense que ce travail, il peut commencer par le fait de terminer ce travail de discernement, de vraiment éclairer, même si parfois il y a des réponses qui piquent. Mais bon, être face à un miroir, c'est pas toujours agréable, surtout un miroir psychique. Se demander les vraies motivations, les vraies raisons, en fait, de ce choix. Il arrive qu'on n'arrive pas à quitter quelqu'un avec qui la relation est pourtant dévastatrice et toxique. Donc, qu'est-ce qui est pas réglé dans nos blessures qui fait qu'on a absolument besoin d'aimer compulsivement quelqu'un avec qui on est en train de se détruire? Et là, il va falloir aller se poser des questions sur son type d'attachement
Est-ce qu'on a eu des figures d'attachement qui nous ont sécurisés quand on était petit, ou est-ce qu'on a été tellement habitué au rejet ou à l'humiliation que finalement on ressent des émotions très fortes avec quelqu'un de toxique, mais ça c'est pas de l'amour, ça. Ça c'est la répétition de nos blessures. Et là, j'invite à faire un travail qui va pas durer des années. Faut pas fantasmer sur la psychanalyse qui dure 20 ans. Il suffit parfois d'une dizaine de séances pour vraiment éclairer en fait les motivations de son choix. Et quand on a vraiment pu identifier qu'est-ce qui est pas encore réglé chez moi, c'est beaucoup plus facile en fait de comprendre quelle est véritablement la part d'amour et quelle est la part de répétition d'un scénario qui nous fait du mal, et que peut-être on a d'ailleurs besoin de vivre jusqu'au bout pour arriver à régler la blessure. Et une fois que la blessure d'injustice, d'humiliation, enfin vous avez fait une masterclass avec Lise Bourbeau qui parle de ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Quand vous aurez résolu ces blessures, vous referez peut-être le choix du même partenaire, sauf que vous ne revivrez pas les mêmes difficultés avec lui, ou alors vous vous rendrez compte que c'était un choix qui était fait par votre inconscient pour régler un problème, et qu'en fait c'est pas du tout la personne qui vous correspond. Encore une fois, il y a une différence entre tomber amoureux et choisir d'aimer. Et on peut être amoureux de quelqu'un, mais choisir de ne pas rentrer dans l'amour avec cette personne. Et oui, alors forcément, ça amène à pas mal de questions, tout ce que tu dis. Et c'est vrai que finalement, quand on se met en couple, on arrive, comme tu le dis, avec des bagages, des valises, des boulets, des schémas. Et la question qui revient souvent, c'est justement comment avoir accès à cette vie de couple équilibrée sans trop dépendre de l'autre, ni s'oublier soi-même. Du coup, est-ce que selon toi, avant de démarrer une relation de couple, il faut commencer par être soi-même équilibré, ou est-ce que le couple peut aider à gagner en confiance, à gagner en équilibre, à réparer aussi peut-être certains traumas passés? Alors, je pense que de toute évidence, quand on rentre dans le couple avec un trouble de la personnalité important, une très grande impulsivité, enfin des troubles graves de la personnalité, évidemment, le couple va être le miroir de ces difficultés et que la relation va être chaotique, soit parce qu'on va aller chercher quelqu'un qui a les mêmes difficultés que nous et elles vont flamber, soit parce qu'on va aller chercher un soignant, un sauveur. Et donc, a priori, le sauveur va se consumer dans la relation, va se brûler les ailes, et puis ça va mal finir, et ça va mal finir pour les deux en fait, parce qu'on peut pas soigner son conjoint. Donc, je pense que prétendre être bien avec quelqu'un et avoir une relation sereine, si soi-même on n'a pas pris le temps de régler ses paradoxes, de régler ses contradictions, et d'être suffisamment bien avec soi-même, c'est un peu une illusion. Enfin, quand j'entends des gens me dire qu'ils sont en couple parce qu'ils ont peur d'être tout seuls, je me dis que c'est quand même très très mal parti pour leur couple, et puis c'est pas très sympa pour leur partenaire. Maintenant, l'être humain, je le dis souvent, ça fait sourire les gens quand je le rappelle, l'être humain est un mammifère, c'est-à-dire que sa survie dépend des liens d'attachement. On n'est pas tout puissant, on n'est pas autosuffisant, on a besoin de liens affectifs. Et le lien affectif, c'est pas un lien simplement émotionnel éphémère, c'est un lien durable en fait. Donc, bien sûr que si on a une vie de couple suffisamment harmonieuse en termes de respect, de tendresse, ça va nourrir notre bien-être émotionnel, ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à des stress professionnels, etc. Ça va apporter une nourriture affective qui va participer à notre équilibre global. Mais si on rentre en couple dans le but de trouver un équilibre dont on n'a pas du tout trouvé, ne serait-ce que l'alphabet fondamental tout seul, c'est une vision extrêmement utilitariste du couple. Et finalement, le couple ne va jamais devenir une danse, ça va rester un calcul. Alors je crois qu'un couple qui fonctionne, c'est chacun qui se prend lui-même en charge, et donc parce que chacun se prend suffisamment en charge lui-même, les deux arrivent à monter ensemble. Et plus ils montent ensemble, plus ça devient exponentiel, et plus chacun en retire des bénéfices. Sinon, c'est un calcul. Alors, c'est malheureusement dans beaucoup de cas un calcul, le couple. Mais pour moi, c'est pas ça faire couple. Et quand Paul Salomon écrit La Sainte Folie du couple, c'est ça qu'elle décrit en fait. C'est est-ce qu'on est un couple aveugle et inconscient qui cherche juste un anxiolytique et un colocataire pour payer les factures, ou est-ce que on est prêt à rentrer dans une relation qui va aussi nous mettre au défi de régler les parts d'ombre qu'on n'a pas encore réglées.
Est-ce que Marie-Estelle, il y a plusieurs façons d'être un couple? Parce que c'est vrai que quand on dit le couple, on imagine bah voilà un couple avec des enfants, habitant ensemble, menant une vie de famille ou pas, mais des projets communs, etc. Mais est-ce que finalement, il y a plein d'autres façons d'être un couple et d'être aussi un couple équilibré? Oui, bien sûr, et dans le schéma que tu racontes, je pense qu'on a tous observé en vacances ces familles qui sont à table où l'homme et la femme ne se parlent pas et où tous les enfants sont derrière des écrans. Est-ce qu'ils font couple? Est-ce qu'ils font famille? Je sais pas. Ils portent le masque social. Je sais pas s'ils font couple. Je sais même pas s'ils sont en relation avec eux-mêmes en fait, parce que peut-être que s'ils étaient en relation avec eux-mêmes, ils seraient pas à cette table-là. Bien sûr qu'il y a mille manières de faire couple. Je crois que il y a des couples transfrontaliers qui habitent pas ensemble et qui sont 1000 fois plus des couples que des gens qui sont liés par un contrat de mariage, mais qui finalement prennent du coup la relation pour acquise et ne la travaillent plus. Et en fait, c'est aussi pour ça que je dis souvent à mes patients, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous avez le droit de pas avoir envie d'être en couple en ce moment. C'est-à-dire que le couple, c'est réellement du boulot. Et c'est du boulot qui vient se surajouter, et c'est la difficulté de l'époque, à l'ambition professionnelle qu'on est supposé avoir pour être quelqu'un qui a réussi son développement personnel et aux enfants. Mais il y a des moments dans la vie où vous n'avez pas de disponibilité pour le couple et il vaut mieux vous reconstruire vous pour avoir réellement quelque chose à proposer et à offrir dans la relation que penser qu'il faut avoir coché la case du couple, parce que le couple est tout sauf une case en fait. C'est vraiment du boulot tous les jours, c'est rechoisir tous les jours quelqu'un. Moi, je vois des couples qui sont des vrais couples, qui ont une dynamique et qui avancent et qui ont des projets et qui pourtant n'ont pas eu d'enfants ensemble parce qu'ils avaient déjà eu des enfants avant. À contrario, je vois des couples, des familles parfaites qui se séparent jamais, mais qui vont tellement traumatiser leurs enfants par leur froideur ou leur dispute que ces enfants-là, une fois adultes, auront du mal à s'engager. Donc, je crois que vraiment, s'il y a un domaine où il n'y a pas d'idéologie possible, c'est le couple et la maternité. Voilà, il n'y a pas de modèle parfait de la mère, il y a de la maternité, il n'y a pas de modèle parfait du couple. Justement, tu parles de maternité, de paternité, du modèle de mère, de père. Souvent, quand on cherche une vie de couple équilibrée, bon, bah, il y a quelque chose qui peut bouleverser. Hein, c'est pas forcément le cas à chaque fois. C'est l'arrivée des enfants, où là, tous les rôles sont un peu rebattus. On sait plus si on est que la femme d'eux, ou que le père, ou que le mari, ou que etc., etc. On a un petit peu du mal à sortir de ce schéma. Et c'est une grande question hein, sur le couple. Comment arriver à renouer avec soi dans le couple sans tout envoyer en l'air, en restant parent, mais en pensant quand même à soi à un moment donné, sans se dire je pense que à moi et je laisse tomber toute la famille, tout ça, ça m'ennuie. Bon, je caricature un peu, mais ça fait c'est une grande question de l'existence, quoi. Oui, mais c'est une vraie question. Hein, c'est une question qui est très fréquente en thérapie. Comment j'arrive à conjuguer ma féminité ou ma masculinité, et mon rôle de père, mon rôle de mari, etc. L'enfant qui arrive, surtout le premier, il vous met un défi thérapeutique majeur parce qu'en fait, dans votre identité d'homme ou de femme, il rajoute une identité qui est celle de parent. Donc certains couples vont très très bien le négocier avec beaucoup de bonheur parce que finalement ils ont des souvenirs ensemble depuis longtemps, ils sont vraiment prêts. Puis pour certains couples, l'un des deux va voir ressurgir des choses qu'il avait enfouies, qu'il n'avait pas réglées de sa propre enfance, de sa relation avec sa propre mère ou son propre père, et ça va venir déstabiliser le couple. Est-ce que le couple peut encaisser ce choc-là pour l'un des deux ou pas? Ça, c'est évidemment des choses que je vois beaucoup en thérapie. Encore une fois, je crois qu'il faut accepter qu'un couple équilibré et un couple qui dure, c'est pas un équilibre statique. C'est vraiment l'image du vélo, en fait. C'est quand on arrête de pédaler qu'on tombe. Donc, si le couple peut accepter que c'est une période exceptionnelle et que le petit enfant, de par sa dépendance absolue à ces figures d'attachement, va redéfinir et va décider. C'est le petit enfant qui va imposer le rythme de la vie de famille pendant une période évidemment pas indéfinie, mais pendant une période donnée, pendant plusieurs mois, c'est plus facile parce que déjà, on se retire la pression à ce moment-là de vouloir continuer à être autant qu'avant une femme ou autant qu'avant l'amant ou autant qu'avant professionnel. Non, pendant un certain temps, l'enfant, il arrive et il demande sa part et cette part est importante et c'est heureux et c'est comme ça. Et en général, les couples où chacun a suffisamment maturé le projet d'enfant l'accepte en fait assez bien.
Ce qui est difficile, encore une fois, c'est quand l'enfant va venir réveiller des carences ou des traumatismes qu'on n'avait pas pris le temps de régler en thérapie avant dans notre histoire personnelle. Je crois que les couples le savent maintenant. Ce qui est très important assez rapidement après l'arrivée d'un enfant, c'est que même si vous n'en avez pas du tout envie, vous posiez dans l'agenda, parce que l'imprévu, c'est bien quand on n'a pas d'enfant, mais la routine, ça aide quand on a des enfants à préserver son couple, en fait. Et donc, d'inscrire dans l'agenda, mais vraiment comme un rendez-vous professionnel ou comme le fait de prendre sa douche le matin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas négociable, qui est inscrit dans le marbre, d'avoir des moments à deux, si possible d'ailleurs en dehors de la maison. Parce que votre enfant est gardé à la maison, il est dans ses repères, et vous sortez de votre identification à votre rôle parental, parce que même s'il y a la babysitter, s'il pleure, vous allez être tenté d'y aller, vous allez interrompre la discussion. Sortez, redevenez des amoureux qui débattent et qui discutent et qui sont pas d'accord, mais qui s'interdisent de s'engueuler sur un sujet, peu importe lequel, qui vous intéresse. Le dernier bouquin que vous avez lu avant la grossesse ou je ne sais quoi, ou pendant la grossesse, qui est le dernier moment où on lit avant de devenir maman. Donc ce moment où peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, quand une fois par semaine c'est trop, vous fixez une soirée à l'extérieur, qui n'est pas forcément un resto d'ailleurs, qui peut être aller jouer au tennis ou juste aller se balader. Moi, je trouve qu'essayer d'avoir un week-end en amoureux tous les trimestres, c'est-à-dire 4 week-ends par an en amoureux, c'est vrai. Même si la première fois on n'en a pas envie, on est déchiré de quitter ses enfants et qu'on est tellement crevé qu'on fait pas l'amour, c'est pas grave. Le trimestre d'après, on se rendra compte du chemin parcouru. Et en fait, ces points d'étape permettent au couple de voir le chemin qu'il parcourt et donc de se gratifier lui-même des challenges qu'il a réussi à relever en fait et des épreuves qu'il a surmontées. Ah ben dis donc, il y a 3 mois, j'étais crevée, je pensais pas que j'allais récupérer et finalement on s'en est sorti et finalement on a trouvé des solutions. Et puis, si possible, c'est pas évident dans un contexte de crise économique, mais si vous avez des ressources relationnelles, une famille qui peut garder l'enfant, avoir une semaine par an en amoureux, je crois que c'est extrêmement important. Et quelques jours par an tout seul aussi, sans votre conjoint, c'est très important. Bien sûr, alors tu parlais aussi de l'influence de l'époque, de la société, des moyens qu'on a. Alors on a parlé des facteurs perso, transgénérationnels qui nous ont été transmis, de nos casseroles à nous. Mais ce que tu expliques aussi, c'est qu'il y a des facteurs qui dépendent de l'époque. Et c'est l'autre thématique qu'on voulait explorer, comment avoir un couple qui dure en 2024. Alors il y a énormément de questions là-dessus et je vois passer dans le chat. Alors merci, continuez d'interagir avec nous et nous poser vos questions puisque Marie-Estelle y répondra en fin de conférence. Il y a pas mal de questions sur l'infidélité parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, on se demande toujours finalement où commence l'infidélité? Est-ce que ça commence quand on ajoute quelqu'un sur Facebook? Est-ce que ça commence quand on envoie un texto? Est-ce que ça commence, je sais pas moi, quand on renoue par mail avec un ancien contact? Je trouve qu'il y a tellement de moyens de communiquer aujourd'hui, on a accès tellement à tout le monde tout le temps que je me demande si voilà ça fout pas un peu le bordel, pardon pour l'expression. En fait, l'infidélité, elle commence le curseur dépend de chacun. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont aucun problème avec le fait que leur conjoint ait des amitiés avec l'autre sexe parce qu'ils ont confiance en fait dans leur conjoint. Ils savent que même si ces amitiés sont parfois teintées de séduction parce qu'il peut y avoir de la séduction entre un homme et une femme, ils savent que leur conjoint n'ira jamais plus loin que des discussions et qui considèrent que l'infidélité commencerait quand il y a véritablement un flirt, des échanges plus érotisés, etc. Et puis il y a des gens qui disent bah non, c'est de l'infidélité émotionnelle, il n'est pas disponible, en fait il parle plus avec ses copines filles, il leur raconte plus de choses qu'à moi. Donc encore une fois, ce sont des éléments qui sont liés à nos histoires, à nos priorités aussi, à nos valeurs, et on peut pas donner un critère objectif extérieur. On peut seulement faire entendre à 2 personnes qui viennent en thérapie de couple que peut-être que l'un n'a pas vu que l'autre se sentait trahi et que donc pour l'autre il y a trahison du point de vue de ce qu'il a ressenti. Donc on doit gérer cette blessure. Maintenant elle est là en fait la blessure, même si objectivement il peut opposer qu'il n'est pas passé à l'acte et qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Le fait est que quelque chose est brisé dans la confiance et qu'il va falloir le réparer. L'infidélité c'est un vrai sujet parce que
Alors, moi, je prends toujours les chiffres avec recul parce que sur ce sujet, pour aller vérifier des statistiques, c'est un peu compliqué. Il y a plus de constats d'adultère avec l'huissier. Ce serait entre 40 et 60% des couples. Et pour le coup, ce chiffre me préoccupe vraiment parce que une infidélité qui est prolongée ou qui est répétée signe quand même quelque chose qui est pas réglé en fait chez le partenaire, une dissonance, une incohérence. Moi, j'entends des hommes qui me disent oui, je trompe ma femme, mais je la respecte vachement, ma femme. Et je suis obligée en fait de leur apposer ces deux propositions et de les questionner sur le fait qu'il y aurait peut-être une contradiction dans ce qu'ils viennent de me dire. Et je crois qu'on ne mesure pas à quel point l'infidélité peut laisser des traces dans la confiance en soi et dans la santé mentale de la personne qui est trompée. Donc, je crois que c'est des sujets dont on doit faire un travail préalable en fait avant de s'engager dans la relation, de dire très clairement ce qu'on peut tolérer et à partir d'où ça va abîmer la confiance. Et en fait, l'important, c'est pas tant qu'il y ait rapport sexuel ou pas, c'est à partir de quand ma confiance est abîmée. C'est-à-dire qu'il y a des gens, enfin, on peut voir comme un enrichissement que l'autre ait des amis, femme ou homme, parce qu'on se dit il a sa bulle d'oxygène, je suis pas tout pour lui, ça me rassure qu'il soit épanoui, je préfère qu'il soit 2 soirs loin de la maison, mais qu'il rentre épanoui et de bonne humeur, et j'ai confiance en lui. Et puis il y a des gens dont on sent, on sait pas pourquoi, ils éveillent notre jalousie parce qu'on sent qu'ils sont pas clairs, qu'ils sont toujours sur la ligne rouge. Et je pense que beaucoup de jalousies sont en fait même pas liées à la personne qu'on trompe. Il y a des jalousies qui sont des symptômes et on doit les soigner comme des symptômes, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas dans le couple. Et là, elle a trompé parce qu'elle avait plus confiance en elle, ou là, il a trompé parce qu'il se sentait délaissé. Puis il y a des adultères qui n'ont finalement rien à voir avec la personne trompée. C'est pas qu'elle a mal fait ou qu'elle s'est désintéressée de l'autre, c'est que la personne est dans une fragilité narcissique et qu'elle a besoin de consommer des relations pour se rassurer et se sentir beau. Et là, la personne doit traiter la chose comme une problématique personnelle et pas comme une problématique conjugale. Ouais, ça c'est un gros sujet et je pense qu'on y reviendra dans les questions-réponses. On en parle quand même beaucoup. Il y a une leçon entière qui est dédiée à cette question de l'infidélité. Ouais, absolument. Dans ta masterclass d'ailleurs, qui sort sur notre site ce soir, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Tu vois, la jalousie, quand vous n'êtes pas jaloux de nature et que vous vous retrouvez dans une relation qui éveille votre jalousie, là, il y a un red flag et il y a un signal d'alarme qui s'allume. Alors que si vous êtes jaloux chronique et pathologique, il faut vous soigner par rapport à ça. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'être jaloux et que tout d'un coup, quelqu'un éveille votre jalousie, il y a peut-être un sujet vraiment à creuser avec cette personne, ou alors c'est que vous êtes traumatisé par la relation d'avant. Oui, tout ça revient à dire que le travail sur soi est hyper important et que ça peut vraiment permettre de dépasser pas mal de traumas et d'avancer et pas tout envoyer balader parce que on a tel ou tel sentiment. Donc oui, ça c'est une des clés. On parlait des incidences de l'époque sur notre couple. Alors on parlait des différents moyens de communication aujourd'hui, de le fait d'être toujours joignable, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui bouleverse un peu nos relations de couple, c'est cette impatience qu'on a, la possibilité de vouloir tout de suite sans forcément respecter certaines étapes, ce narcissisme un peu exacerbé par les réseaux, Est-ce que ça, toi, tu constates dans ton cabinet que ça perturbe le couple et comment faire justement pour tenir un peu à l'écart le monde qui nous entoure parfois pour peut-être la sécurité de notre couple? On est dans une société qui nous raconte que l'individu prime sur le lien, qu'en fait le lien est interchangeable, que le lien est une marchandise, que le corps est une marchandise, si je suis frustrée, j'ai 1000 autres occasions et je peux peut-être trouver mieux ailleurs. Et donc dans une société à la fois de consommation, de divertissement, et puis en même temps de primauté de l'image et du narcissisme qui fait que on a beaucoup de mal à être dans l'être. Et on est beaucoup dans le faire. On s'évalue en fait à l'aune de ce qu'on fait et de ce qu'on a. Et je pense que cette anthropologie en fait qui est là depuis la Deuxième Guerre mondiale, vraiment axée sur la société de consommation et le paraître, met une pression en fait qui est considérable sur les couples et rend les couples en fait plus fragiles parce qu'il y a cette tentation de tout envoyer balader parce que finalement, le divorce et le célibat sont banalisés et qu'il y aura peut-être mieux plus tard ailleurs. Et on a tellement fait croire à l'homme que pour être heureux, faut du confort, mais faut pas trop se prendre la tête et faut pas trop s'engager, que c'est difficile pour les couples qui sont en crise de se dire on jette pas l'éponge, on va bosser et en fait derrière la montagne,
on va peut-être découvrir un truc qui est une 5e dimension. Et quand on a dépassé quand on a surmonté une grosse montagne en couple, on est vraiment très fier de soi derrière. Et il y a vraiment un renouveau de l'amour conjugal. Enfin, moi, je l'observe. Hein. J'ai vu des couples qui arrivaient avec une demande de les aider à se séparer, et puis qui m'annoncent 6 mois ou 1 an plus tard, finalement, on va se marier. Donc voilà, ça vaut le coup parfois de persévérer dans l'effort. Donc je crois que la société dans laquelle on est et l'anthropologie qu'elle nous vend, en fait, on est un peu défini par nos conduites et nos performances, n'est pas l'ami de l'amitié, n'est pas l'ami du lien affectif, n'est pas l'ami du temps qu'on prend pour les êtres qui sont chers. Il faut vite reprendre le boulot après avoir accouché. C'est pas l'ami du temps, et c'est pas l'ami de l'être, et c'est pas l'ami du lien. Donc c'est pas l'ami du couple. Et je pense que déjà en être conscient, c'est une clé pour se dire j'assume d'aller à contre-courant de ça, en fait. Et j'assume que mon foyer, je vais le garder étanche et je vais le protéger de ces injonctions et de ces agressions idéologiques. Ce qui est bien dans ce que tu nous dis, Marie-Estelle, depuis le début de cette conférence, c'est que ça donne de l'élan. Tout ce que tu nous expliques, tout ce que tu nous proposes, c'est vrai qu'on a abordé avec toi là, tout au long de ces 40 minutes qui viennent de s'écouler, qu'on n'a pas vu passer d'ailleurs, pas mal de pistes pour commencer à déterminer ce qui est essentiel dans le couple, avec la clé du travail sur soi, c'est-à-dire voilà, allons au fond des choses, essayons d'explorer quels sont nos problèmes, nos traumas, identifions-les. Ça vaut certainement le coup pour soi, pour le couple ou pour une relation future. Autre question majeure, tu nous as donné aussi les premières clés pour arriver à être heureux, épanoui en couple sans forcément dépendre de l'autre et sans se mettre de côté non plus. On a une question de Bruno qui nous demande comment se reconstruire après une infidélité, parce que c'est vrai qu'on peut être dans la peur permanente que ça nous arrive à nouveau. On peut avoir une baisse immense de confiance en soi quand ça nous est arrivé, et après, dès qu'on se remet en couple avec quelqu'un, au moindre truc, on a l'impression que ça va nous retomber dessus, quoi. Oui, en fait, moi, je vous recommande pas nécessairement de dire à votre conjoint que vous avez été trompé. C'est pas un problème de lui dire si c'est déjà fait, mais je pense qu'il faut savoir garder son jardin secret, et que la blessure de trahison et d'humiliation est tellement vive qu'on n'a pas forcément envie de l'amener dans la nouvelle relation, et qu'en revanche, là, c'est important d'être accompagné, parce que le discernement est troublé entre ce qui est normal et pas normal, et justement entre les red flags, enfin les signes qui doivent nous alerter, et puis en fait des choses normales dans un début de relation où on n'est pas encore, on ne peut pas encore s'appuyer en fait sur une solidité d'un couple. Une nouvelle relation, on ne sait pas comment l'autre communique, donc on n'a pas encore accordé nos violons, et c'est ça qui est pas évident et qui peut se brouiller en fait avec de la jalousie, alors que simplement on ne sait pas comment bien communiquer et comment trouver ses repères. Peut-être vous faire accompagner pendant quelques temps, et revisiter en fait cette histoire et ce qui a pu donner lieu à cette trahison, qui peut être liée à un problème dans le couple, mais qui était peut-être liée à la dynamique personnelle de votre ex-conjoint. Voilà. Et puis, par contre, plutôt que de parler de ce que vous avez subi comme trahison, parlez explicitement de la manière dont vous définissez la fidélité, et de ce qui est important pour vous, de ce que vous ne ferez pas, et que donc vous attendez de l'autre qu'il ne vous fasse pas. Voilà. Après, le principe du couple, c'est qu'à un moment donné, on fait confiance sans être jamais 100% sûr de l'autre. C'est un pari à oser. Est-ce que vous êtes prêt à vous priver de cette personne simplement pour ne pas souffrir de la peur d'être trompé, qui n'arrivera peut-être jamais, qui ne se réalisera peut-être jamais? Je pense que vous êtes capable de répondre à cette question en disant que non, le jeu en vaut la chandelle, et que cette relation vaut la peine de dépasser votre peur, parce que ça voudra dire que l'amour de cette personne vous aura aidé à guérir vous-même une blessure. Mais se faire aider pendant quelques temps, pas très longtemps, mais pendant quelques semaines par un bon thérapeute, ça peut donner un petit coup de pouce, parce que l'estime de soi est vraiment touchée profondément. Surtout s'il y a eu des schémas d'infidélité dans la famille, dans les générations au-dessus, ça réveille des choses un peu angoissantes. Merci Marie-Estelle. Il y a une question d'Elsa. Comment faire pour que le renoncement à la parentalité ne vienne pas briser le couple quelques années plus tard? Sur le coup, quand on y renonce, on est sûr de soi, mais ensuite, comment se protéger du « et si » ? Alors, comment ne pas en vouloir finalement au conjoint pour qu'on a choisi et qui nous a fait renoncer à l'enfant?
C'est effectivement une douleur. Je crois que ce qui est important, c'est que la personne avec qui vous restez et pour qui vous avez renoncé à avoir un enfant, en fait, c'est quelque part, c'est elle qui va être co-créatrice de la guérison. C'est-à-dire que si cette personne est dans le déni de ce que ça vous a coûté, ce sera intolérable pour vous. Si cette personne mesure ce que vous avez offert en renonçant, parce que les cadeaux qu'on fait sont pas forcément des choses qu'on fait. Parfois, et là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on a choisi de sacrifier. Si cette personne est capable d'être vraiment consciente autant que possible, parce que un homme peut pas ressentir dans son corps la maternité, mais je pense que il faut lui demander de l'aide, en fait. Il faut lui dire, là, aujourd'hui, ça remonte. À l'époque, j'ai pensé que ça me coûterait moins. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je me suis un petit peu surestimée, que ça me coûte beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et ça peut expliquer que par moments, je t'en veuille, que par moments, j'ai plus envie de toi sexuellement, que par moments, je sois agressive. Donc, en fait, je crois qu'il va falloir que tu m'aides là. Voilà. Moi, j'ai mis ça sur la table pour sauver notre couple. Aujourd'hui, j'ai besoin que toi, tu m'aides et il faut que la personne en face, en fait, soit prête à entendre ce que vous avez fait pour elle. Et peut-être aussi à tolérer que vous passiez par une phase où vous êtes pas bien, en fait. Vous êtes pas bien et en ce moment, vous devez redigérer cet événement pour pouvoir définitivement le dépasser. Et quand, pour une femme, l'heure approche du moment où elle ne pourra plus enfanter, évidemment que ces questions-là, elles ressurgissent. Et je crois que là, l'homme doit faire appel à sa part sensible pour sauver à son tour la relation. Parce que ça, je l'aborde dans la masterclass à propos d'une femme. Elle, c'est pas sur l'enfant, c'est sur la carrière. Et elle mesure après coup, en fait, à quel point elle a sacrifié, elle s'est sursacrifiée pour son homme. On a une question de Marie-Thérèse. Comment réussir une vie de couple en étant famille recomposée? C'est vrai que la famille recomposée, ça pose énormément de questions. On se rencontre forcément en dehors de nos familles respectives. On n'a pas forcément d'enfants en commun. On tombe amoureux. Et puis arrive le moment où on a envie de vivre ensemble et je sais pas, est-ce que on est obligé d'aimer les enfants du conjoint? Est-ce que nos enfants sont obligés d'aimer le conjoint? Quelle case il faut cocher selon toi pour être heureux en couple dans une famille recomposée? On peut s'imposer des conduites, on peut pas s'imposer un sentiment. Donc voilà, il y a des enfants avec qui vous aurez des super affinités, et puis des enfants qui vous mettront de manière épidermique, sur vos gardes. Je crois que c'est très important de discuter avec le conjoint assez finement, de manière vraiment assez détaillée de la position de beau-père et de belle-mère, qui sont vraiment des rôles à tailler sur mesure, parce qu'en fait, ils dépendent de l'ex. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'arriver dans la vie d'enfants adolescents déjà éduqués, qui sont là qu'un week-end sur deux ou même une semaine sur deux, mais qui ont une maman ou un papa de l'autre côté qui fonctionne, qui joue son rôle et qui finalement ont pas tellement besoin de vous. Ils ont besoin que ça se passe bien avec leurs parents quand ils vous voient et qu'ils vous sentent être quelqu'un qui rend leurs parents heureux, et qu'ils aient pleinement leur place, et que vous leur administriez pas un traitement de défaveur par rapport à vos enfants, mais ils n'ont pas tellement besoin de vous parce qu'ils ont un autre parent et que leur éducation est en partie faite. C'est pas du tout pareil de devenir la belle-mère ou le beau-père d'un enfant de 18 mois et d'une petite fille de 4 ans avec un autre parent qui est à l'autre bout de la planète et qui se manifeste pas, et où là, votre rôle de beau-père ou de belle-mère va se rapprocher plutôt quasiment d'un rôle de parent de cœur, de papa d'amour ou de maman d'amour, ou de papa de cœur ou de maman de cœur, pour différencier du papa de corps ou de la maman de corps. Je pense que c'est vraiment important de discuter finement et de demander à l'autre ce qu'il attend de vous, s'il a une attente. Parce que peut-être que vous avez envie de donner énormément, mais qu'en fait, lui, il n'a pas du tout envie de ça, et que ça va le mettre en porte-à-faux avec son ex. Donc, définissez bien les rôles, les places, en fonction de la situation réelle, et encore une fois, pas d'une théorie psy. Et puis, prenez le temps de faire connaissance avec chacun de ses enfants, mais d'une manière comme un adulte qui s'adresse à un jeune à qui il s'intéresse, et pas comme « je veux absolument être un membre de ta famille ». Voilà, mais simplement, on se rencontre, on fait connaissance. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas grand-chose à se dire, mais il y a des moments où on va cohabiter, donc on va essayer que ce soit le moins désagréable possible. Et vous êtes l'adulte, donc c'est vous qui menez la danse.
et qui permettait en fait aux enfants de se retrouver. Et je crois que c'est super important en famille recomposée de se dire qu'on a des moments où finalement notre conjoint ne peut plus voir ses enfants qu'en notre présence. Et est-ce que c'est juste? Et moi, je trouve que c'est pas juste. Donc, je trouve que c'est important de laisser, soit de s'absenter, soit de se prévoir autre chose et de pouvoir dire, tu vois tes enfants que tous les 15 jours, donc écoute, quand tu les retrouves le vendredi soir, moi, je vais au ciné de mon côté, où je prends mes enfants, on se fait une sortie. Faut que vous ayez vos moments parents d'origine, enfants, parce que je veux pas qu'ils me voient comme un ennemi à votre intimité. Et je pense que quand on a la délicatesse d'offrir à l'autre cet espace avec ses enfants, déjà, ça se passe beaucoup mieux parce que les enfants ont accès à leur père ou à leur mère sans le beau-père ou la belle-mère. Et c'est pas les enfants qui choisissent le beau-père ou la belle-mère, ou alors il y a un gros problème. Donc, il faut aussi avoir l'humilité de dire, mais j'arrive dans la vie de ces enfants, mais pour l'instant, je suis qu'une intruse, et de se faire accepter très progressivement. Et le fait de savoir se mettre un petit peu de côté, ça aide aussi parfois à se faire accepter. Après, malheureusement, il y a des situations où les enfants sont remontés par l'ex. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes la mauvaise personne, hein, comme dans les contes de fées, la marâtre ou le méchant beau-père. Là, je crois qu'il faut vraiment aider votre conjoint à surmonter ce conflit de loyauté et lui demander comment vous pouvez l'aider. Et puis, le déculpabiliser aussi parce qu'il se sent coupable d'aimer à nouveau parfois. Et voilà, donc ça, parfois, ça donne lieu à des consultations pour que chacun trouve sa place. Malheureusement, quand il y a un ex pervers qui vient diviser pour régner, ça, c'est sûr que les familles recomposées se compliquent. Mais il y a des familles recomposées qui fonctionnent super bien et c'est vraiment un message que j'ai envie de transmettre. Merci. Alors, il y a une question qui fait sourire de Yann, mais qui est très sérieuse, hein. Se connaître soi-même est une bonne entrée pour réussir son couple. Doit-on alors se mettre en couple tard, vers 40-50 ans, une fois qu'on se connaît bien? C'est vrai que quand on démarre un couple vers 40-50 ans, on est peut-être passé par une séparation, un divorce qui nous a donné l'occasion de travailler sur nous, d'affiner bien ce qu'on voulait plus et ce qu'on veut à l'avenir. Et c'est vrai que parfois ces relations sont plus épanouies que celles qu'on a connues pendant les années précédentes. C'est intéressant ce que Oui, vous mais parce qu'en fait, Yann. elles n'ont pas les mêmes, quelque part, elles n'ont pas les mêmes motivations. C'est-à-dire que à 20-25 ans, vous n'avez pas forcément beaucoup eu le temps d'éclairer votre inconscient. Et à l'amour se surajoute le désir parfois de fonder une famille ou d'avoir une forme de statut social. Donc évidemment que c'est souvent un amour moins libre. Ça veut pas dire qu'il est moins fort ou moins beau. Mais moins libre qu'un peu plus tard quand on a construit une partie de sa vie. Après, il y a d'autres défis aussi à se mettre en couple à 45-50 ans. C'est finalement, on n'a pas besoin de l'autre pour tout un tas de choses. Donc, ça va tenir sur le fil de l'amour exclusivement. Donc, c'est aussi une épreuve de vérité. Et si on n'a jamais vécu avec quelqu'un, commencer à vivre avec quelqu'un à 45-50 ans, je pense que c'est pas si facile que ça parce que on peut prendre goût au quotidien tout seul. Donc, je crois encore une fois qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que ça dépend de chacun et qu'il faut pas croire que. Enfin, je crois aussi que le couple est une super école pour apprendre à se connaître, justement. Donc, il n'y a pas d'idéologie. Mais why not, hein, pourquoi pas rester seul jusqu'à 40-45 ans et se mettre en couple tard. Mais ça sera pas moins de boulot pour autant. Marie-Estelle, il y a une question qui est posée souvent dans le chat. Là, à quel moment doit se quitter au final? Bon, j'imagine que ça apporte pas une seule réponse, mais quel moment, après avoir travaillé sur soi, il y a toujours des insatisfactions, etc. C'est quel moment, je crois quand même qu'il y a un niveau de souffrance qu'on doit considérer comme atteint, n'étant plus acceptable. Hein, c'est-à-dire que c'est très honorable de se battre pour sauver une relation, mais pas au détriment de sa propre santé mentale. Il faut aussi savoir laisser mourir ce qui doit mourir, hein, comme dit Clarissa Pinkola Esté dans Femmes qui courent avec les loups. Donc, et là, le plus dur, c'est le regard social, parce que y a encore parfois certains milieux où on divorce pas, voilà, t'as tout démoli, t'as tout gâché. Moi, je rappelle juste que celui qui part, en général, c'est aussi celui qui souffre. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas plus facile de partir que d'être quitté. Oui, parfois, l'entourage comprend pas les motivations de celui qui part. Il y a un niveau les besoins, je pense, qui doit nous indiquer que là, ça suffit. En fait, on va pas devenir dépressif et addict à l'alcool pour sauver son couple. Et puis, je crois qu'il y a
écouter avec courage l'intuition qui nous dit que l'autre n'est pas au même niveau de motivation pour sauver la relation. Même si vous êtes prêt à mettre encore beaucoup sur la table, si en fait l'autre il est prêt à mettre 0, enfin, il vous renvoie quelque chose de très blessant, de l'ordre, bah, t'es là, t'es pas là, je me battrai pas. Ah bon, tu te battras pas pour la relation? Bah, tu mérites pas la relation, alors. Et là, je pense que c'est aussi un indice qui nous dit, si tu te bats pour un projet collectif tout seul, t'es peut-être pas dans la bonne équipe, quoi. Je souris parce que j'ai beaucoup de questions sur la belle-mère envahissante. Donc non, mais ça peut, si c'est le cas, être vraiment compliqué. Et donc il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, notamment Thierry. Comment faire pour lutter contre l'emprise envahissante de la belle-mère si la femme ne s'en rend pas compte? J'ai vu passer le commentaire de Thierry qui m'a fait beaucoup rire sur la belle-mère dans la chambre. Je pense qu'encore une fois, la question. Alors ça, j'en ai beaucoup des patients et des patientes qui parlent de ça. Là encore, une patiente enceinte cette semaine qui me parlait des intrusions des beaux-parents pendant sa grossesse. Je pense que la question des limites du couple, c'est hyper important, et que rappeler en fait à son conjoint ou à sa femme que en fait on constitue un foyer, enfin on constitue une cellule, et que donc cette cellule elle a des frontières, et que donc accepter son passé, c'est pas dormir avec son passé, et donc que oui, il y a des moments pour sa famille, il y a des moments aussi où il peut être avec sa famille sans nous, ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé d'aller à tous les repas du dimanche chez belle-maman, on peut aller à un déjeuner sur 2 le dimanche chez belle-maman, et l'autre doit se demander pourquoi il l'accepte pas, qu'est-ce que ça remet en cause, est-ce qu'il y avait un conformisme qui était imposé dans la famille, voilà, encore une fois, quand on prend, quand on se met en couple, quand on prend un mari ou une femme, a priori, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on va faire bouger les lignes. Et je pense que, définir les limites et dire ça, c'est normal que je l'accorde, mais par contre, j'estime que je suis pas un duplicata de ta mère, ou je deviens pas un enfant parce que la reine-mère a décidé que. C'est aussi offrir à son conjoint la possibilité de, lui, peut-être prendre en main une mère qui est envahissante, quand c'est le cas de la mère de l'homme qui est envahissante, pardon, et de dire à sa mère, maintenant je suis un grand garçon, maman, donc je te remercie, tu seras toujours ma mère, et donc tu auras toujours ta place de mère, mais ma femme est ma femme, et elle aura sa place de femme, et ces places ne sont pas interchangeables. Et ça, des belles-mères un peu perverses qui peuvent œuvrer à bousiller un couple, j'en vois plein. Donc, si vous êtes bientôt belle-mère ou beau-père, faites attention, parce que ça peut vraiment mettre un poison très très important. Ouais. Moi, j'ai 3 fils et ça me fait très très peur. Je me dis, pourvu que je sois pas une belle-mère intrusive. Est-ce que tu penses qu'on peut directement dire à la belle-mère que sa présence est pas souhaitée, ou qu'elle est trop présente, justement? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de prendre le taureau par les cornes? Encore une fois, c'est très différent si on a 25 ans ou 50 ans et qu'on refait sa vie. Quand on est tout jeune, on n'a pas confiance en soi, et c'est hyper difficile de dire à belle-maman, vous êtes gentille de redécorer le salon à votre goût, mais en fait, je vais ranger moi-même. Je crois qu'il faut demander au conjoint de poser, faut en parler avec le conjoint. Voilà ce qui me dérange. Je trouve ça hyper sympa qu'elle veuille nous aider, mais je trouve que sous couvert de nous aider, elle est quand même un petit peu en train de régenter notre vie. Est-ce que tu pourrais parler à tes parents? Et je pense que c'est quand même à l'enfant de ses parents de poser les limites, chacun avec sa famille, en ayant discuté ensemble dans le couple. Après, il faut pas se cacher derrière non, mais si tu as un problème avec mon père ou ma mère, tu vas lui parler directement. Je pense que c'est d'abord au conjoint de dire, voilà, moi, ma femme, mon mari, il a pas les mêmes habitudes dans sa famille, et en fait, il vit pas ça très bien, donc c'est pas contre vous, mais il va pas passer tous les Noëls ici, voilà. Bon. Et puis après, on parle en one-to-one à la personne qui nous pose problème, et on peut dire je crois que le sourire et l'humour, c'est des choses qui marchent pas mal et qu'on peut faire passer pas mal de messages, et dire gentiment quand on vient d'accoucher, écoutez, je suis très touchée de votre sollicitude, mais là, je vais rester toute seule avec mon bébé, je vais faire comme la sage-femme m'a dit parce que ça me rassure. Il y en a qui ont l'art de ne pas comprendre, mais on peut déjà le dire comme ça. C'est-à-dire, on peut apprendre à poser ses limites en parlant de soi, sans dire vous me faites chier directement. Après, avec les hormones, parfois on a envie de dire ça, mais et voilà, réapprendre à dire je vais faire comme ça, je vous remercie beaucoup de vos conseils, mais voilà, dans ma famille on fait différemment, ou moi j'ai choisi de faire différemment, et puis vous demandez au conjoint de vous aider.
On a pas mal de questions et on va terminer là-dessus. Comment et encore une fois, j'ai beaucoup de questions sur la communication et le dialogue dans le couple. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Marie-Estelle donc a créé une masterclass pour notre site mentorshow.com à laquelle vous pouvez vous abonner avec une offre spéciale pendant 2 jours, donc à 144 € au lieu de 288 €. Donc, vous avez toutes les infos dans le chat, l'onglet offers et toute notre équipe derrière qui se tient prête. Donc, il y a beaucoup de réponses sur la communication. C'est vraiment une thématique transversale dans toutes les leçons. Toutefois, ça ne nous empêche pas, pour terminer, de répondre à une question. Alors, je ne sais pas si c'est le même Thierry, mais il y a aussi Christelle. Il y a énormément de personnes qui nous demandent comment faire pour communiquer quand l'autre ne souhaite pas le faire. C'est-à-dire, on a tous vécu ces situations où tu essayes d'aborder un sujet qui te tient à cœur et tu sens que l'autre est vissé, complet, fermé. Et que c'est quasiment impossible d'aller plus loin. Et que du coup, ça donne lieu à des conflits puisque finalement, on n'arrive jamais vraiment à parler de ça. Comment faire quand eh bien, notre conjointe n'est pas un grand communicant et veut absolument pas s'atteler aux problèmes en cours? J'imagine que c'est pas, ça se répond pas en quelques minutes, mais bon. Pas communicant, ça veut pas forcément dire la même chose chez tout le monde. Il y a des pas communicants qui sont pas communicants parce qu'ils communiquent autrement, parce que c'est des vrais introvertis, hyper pudiques, qui ont du mal à parler. Et puis il y a des pas communicants qui sont des passifs agressifs, chez qui le silence est un mur, et ça rend fou. Et à contrario, je pense qu'il faut pas forcer, faut pas brusquer en fait quelqu'un qui est vraiment introverti, qui a vraiment des difficultés à parler. Faut l'aider, faut pas lui dire ah mais tu étais incapable de communiquer. Faut pas l'accuser parce que lui il est constitué comme ça. Et donc c'est pas pareil qu'un refus de parler qui est en fait un déni de votre vécu à vous, qui est un refus de prendre en compte ce que vous vivez. Donc quand quelqu'un veut pas parler d'un problème, faut pas le prendre frontalement. Faut peut-être essayer de trouver des difficultés similaires dans d'autres domaines, mais qui sont moins chauds émotionnellement pour lui, et le faire aller là-dessus et en parler pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça se passe mal dans cette situation-là, dont il ne veut pas parler. Lui signifier que pour vous, il y a un refus de communiquer, qu'à chaque fois il esquive, qu'à chaque fois il change de pièce, qu'à chaque fois il change de sujet, qu'à chaque fois il botte en touche, et que ça vous met la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose, que ça cache quelque chose, parce que c'est pas normal, parce que justement d'habitude il aime bien parler des difficultés. Donc voilà. Et puis si vraiment vous y arrivez pas vous, pour le coup il y a peut-être un proche, un de ses amis, un membre de la famille avec qui vous vous sentez en connexion forte, avec qui vous pouvez en parler pour essayer de comprendre les réactions de votre conjoint, et peut-être même qu'il a parlé de ce problème avec cette personne, mais qu'il a peur d'en parler avec vous. Donc voilà, faut trouver des itinéraires bis. Mais encore une fois, quand on n'a pas la situation réelle, c'est difficile de faire une consultation bien sûr et détaillée. Bien sûr, bien sûr. Marie-Estelle, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci à vous pour toutes vos questions. On les a lues. J'ai vu passer beaucoup de questions, donc vous trouverez les réponses dans la masterclass de Marie-Estelle. Donc n'hésitez vraiment pas, à vous faire ce cadeau. Vous avez donc toutes les infos dans offre et dans le chat, et vous avez le temps de les consulter, puisque avant qu'on se quitte, je vais vous diffuser en exclusivité la bande-annonce de la masterclass de Marie-Estelle et une leçon qu'on vous offre ce soir. Comme ça vous donne un aperçu du contenu de la masterclass. Avant qu'on se quitte, Marie-Estelle, est-ce que tu as, parce que j'imagine que les personnes qui nous ont rejoints ce soir, se posent peut-être des questions sur le couple. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos participants, nos participantes? Je crois que le couple, c'est une danse, et que tant que les deux sont prêts à faire preuve de flexibilité, en fait, la danse peut continuer. La danse s'arrête quand les inconscients arrêtent de communiquer et de partager et de s'intéresser l'un à l'autre. Mais voilà, le couple, c'est vraiment une danse, et si vous restez en mouvement psychique, c'est pas la difficulté des obstacles qui va signer la fin du couple. C'est vraiment cette capacité à rester en lien avec soi-même,
pour réamener des choses après, il y a des danses qui sont des slow et puis il y a des danses qui sont des rock et le rythme n'est pas toujours le même, mais voilà, quand les deux arrivent à rester en lien avec eux-mêmes et en lien avec ce désir de faire parler deux inconscients, il peut se passer de très, très belles choses. C'est émouvant à entendre, mais c'est vrai, et je pense qu'on a tous été un peu transportés par cette idée de danse, et on s'est tous posé la question. Donc merci pour cette belle image de fin, Marie-Estelle. Merci pour tout le temps que tu nous as accordé. Alors je vais couper à toutes les deux nos micros et nos caméras, comme ça je diffuse la leçon et la bande-annonce. Donc restez avec nous jusqu'à la fin, comme ça vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce que propose Marie-Estelle, et n'hésitez pas à poser encore une fois vos questions sur la masterclass et sur les abonnements dans le chat. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à nouveau pour votre confiance et vos témoignages. Et puis voilà, restez avec nous. Je vous diffuse tout de suite la bande-annonce. Salut Marie-Estelle, à très bientôt. À bientôt Leslie. Passe une belle soirée. Bye bye. Merci. Quels sont les secrets d'un couple qui dure ? L'élément essentiel dans le couple, ce n'est pas la passion, ce ne sont pas les enfants et ce n'est pas la sexualité. Alors, le couple. Le couple est une personne à part entière. Avec son histoire, ses hauts, ses bas, ses besoins, ses difficultés, ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Prendre soin de son couple, en réalité, c'est prendre soin de 3 personnes. L'autre, soi-même et la relation. Dans cette masterclass, je partage avec vous les résultats de 17 ans d'expérience et d'observation dans mon cabinet, des dynamiques amoureuses, des dynamiques de couple, en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute. Avec des exercices pratiques et des études de cas concrètes issues de mes psychothérapies individuelles ou de couple, voyons ensemble comment maintenir l'équilibre dans une relation sans tomber ni dans la monotonie ni dans la fusion excessive et la passion dévastatrice. Je suis Marie-Estelle Dupont et voici ma masterclass. Dans cette leçon, nous allons nous demander si une vie de couple équilibrée est possible. Bien évidemment et heureusement. Mais équilibré ne veut pas dire statique. Équilibré, cela veut dire un mouvement permanent fait d'ajustements, d'éloignements, de rapprochements, de tensions, de proximité. Équilibré ne veut pas dire non plus un modèle cliché unique qui conviendrait à tous les couples. Il est à trouver ensemble avec la personnalité et l'histoire de chaque partenaire. Un conjoint qui se déplace beaucoup pour le travail peut être dans une relation un élément d'équilibre ou au contraire un facteur de difficulté. Finalement, tout dépend de la personnalité, de la sensibilité, mais aussi de l'histoire de chacun. Le couple est une personne à part entière, avec son style, ses hauts, ses bas, son histoire, ses humeurs, ses besoins, ses difficultés et ses défauts. Donc prendre soin du couple, c'est prendre soin de 3 personnes. C'est moi, c'est l'autre et c'est nous. Et cette relation, c'est une danse entre 2 inconscients, 2 histoires, 2 lignées. Ça n'est pas la fusion, ça n'est pas non plus l'indifférence. On peut être marié sans faire couple. On peut être en couple sans vivre ensemble et sans avoir d'enfants. Couple rime avec souple. Il faut de la rondeur, sinon la danse est saccadée ou elle se fige. Je crois que la clé, c'est de savoir à la fois se remettre en question et poser ses limites. Et souvent, on a plus de facilité avec un de ces aspects que l'autre. L'équilibre, c'est du plaisir à fonctionner ensemble, en respectant l'espace de chacun, et finalement en tolérant une certaine part d'imperfection, d'insatisfaction. Dans une relation qui est assez forte, assez confiante, pour supporter que chacun ait ses cycles, son jardin secret, son évolution, ses rythmes, et être fier finalement d'être resté à côté de cette personne qui à la fois est si proche et en même temps si différente. Du respect, de la confiance évidemment, ce ne sont pas les points communs qui font la réussite du couple, mais le fait d'être suffisamment bien avec soi pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Être bien avec soi pour avoir de la place à faire à l'autre, de la tolérance,
Finalement, les imperfections de l'autre sont des occasions de travailler sur soi-même et d'être indulgent avec nos propres défauts. Ne pas attendre peut-être que l'autre devine. Communiquer clairement sur ce qui est important pour soi. Et puis lâcher sur ce qui l'est moins. Choisir le bon moment pour se parler. Éviter quand c'est trop chaud. Et ne pas attendre non plus que ce soit trop éloigné du moment du conflit. Faire redescendre la pression émotionnelle en faisant un pas de côté. Et surtout, ne pas prendre comme une attaque personnelle les incompréhensions de l'autre. Être capable de parler de ses vulnérabilités, faire ses demandes, c'est important. Préserver son espace individuel également, sans culpabiliser. Identifier les langages de l'amour. Vous attendez toujours des fleurs, mais lui, il est capable de vous rendre service et ne pense jamais à passer chez le fleuriste. Est-ce que c'est vraiment grave au fond ? Et puis je crois qu'il y a quelque chose de très important qu'on oublie aujourd'hui, c'est d'apprendre à se demander pardon, même si on ne comprend pas du tout pourquoi l'autre a été blessé. Demander pardon, c'est reconnaître que je t'ai fait de la peine, même si, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. En réalité, comme le dit Jung, dès que le mariage intérieur se fait entre notre part féminine et notre part masculine, la relation augmente en harmonie. Nous sommes prêts à nous ouvrir sans nous perdre, à nous laisser surprendre sans devenir dépendants d'une manière négative, et nous restaurons la complémentarité. Pas la compétition, pas la fusion, pas l'indifférence. Non, la complémentarité. L'élément essentiel dans le couple, ce n'est pas la sexualité, ni les enfants, ni la passion. C'est l'amitié conjugale. Et le travail que chacun fait au fil du temps sur son rapport au masculin et au féminin, parce que le monde actuel a placé l'individualisme et la performance devant tout le reste. Mais parfois, le développement personnel nous fait oublier que l'humilité, la coopération et l'acceptation d'une complémentarité est plus important que la compétition ou l'ego. Cette masterclass ne vise pas, évidemment, à remplacer une thérapie. Les conseils que je vais vous donner peuvent bien sûr varier d'une personne à l'autre. Les illustrations cliniques servent à vous permettre de vous identifier, mais rien ne remplacera jamais la démarche personnelle d'un retour, d'un pas de côté, d'un retour en arrière sur sa propre histoire.